Montréal. Ici Jordana La Rochelle Jessica Maharaj et Tamar Edmond. Bienvenue à la table des femmes. Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver pour un autre épisode de la Table des femmes. Et bien sûr, je suis accompagnée de Jessica et Tamar. Bon Allô matin, les filles. Allô les filles. Bon matin. Comment ça va? Ça va bien? Ça va super aussi, merci et vous? Ça va. Moi, merci. ça va. Je pensais que j'allais perdre la voix ce matin parce que hier, j'ai été regarder la lutte au Centre Bell. T'as crié? J'ai crié ma vie. WWE, Friday, SmackDown, John Cena, dernière tournée. Après ça, il prend sa retraite. Fait que j'étais super excitée. Mon Dieu. Mais ma voix est là. Ouais, vraiment. En forme en plus. Comme je suis obligée de la regarder. J'aime la lutte. C'est pas de ma faute. Je savais pas, c'est quelque chose que je découvre. Mais oui, j'adore la lutte. Hein. Des fois, il faut avoir ses petits secrets. Oui. Oh. C'est bien correct. Tout à fait d'accord. Merci à vous de nous écouter comme tous les samedis matins. On est ravis de vous retrouver toujours avec le même plaisir. Bien, les filles, on va remercier Ayana Ocean pour sa participation à notre épisode de la semaine dernière. On va la remercier pour sa présence, sa générosité et la force dans ses réflexions. Ces deux documentaires, Le mythe de la femme noire et La fête des pères, sont des œuvres incontournables à voir, Vraiment. à partager et à faire vivre dans les discussions. Nous, on vous encourage vivement à les découvrir car ils nous invitent à penser autrement, à écouter avec attention et à ouvrir de véritables conversations, que ce soit en famille, la communauté, avec des amis, milieu de travail même, milieu professionnel. Donc, le documentaire du mythe de la femme noire est disponible sur Natif TV et CBC Gem et La fête des pères est accessible sur Ici Tout TV. Donc, Tam, si on veut écouter l'épisode avec Ayana, où est-ce qu'on peut le retrouver? Oui, alors si vous avez manqué l'épisode, le dernier et les autres d'avant, vous pouvez toujours aller les écouter sur vos plateformes audio, notamment Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts et bien d'autres. Et aussi, il ne faut pas oublier que nos rediffusions, se font les mardis à 10h sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Merci, Tam. Donc, aujourd'hui, on va aborder un enjeu de santé qui concerne un très grand nombre de femmes, mais dont on parle encore trop peu, le fibrome utérin. Ce sujet reste souvent entouré de silence ou traité avec légèreté, en particulier chez les femmes noires qui sont statistiquement plus touchées, mais trop souvent moins écoutées. Jess, aujourd'hui, quelles sont les informations que tu nous apportes? Oui, en fait, aujourd'hui, je vais vous apporter des informations, mais on va plus aller vers les statistiques. Okay. Je ne rentrerai pas là dans la définition, étant donné que notre invitée du jour, elle va plus en parler, puis elle va nous définir, en fait, là, tout ce qui est en lien avec les fibromes utérins. Oui. Puis tu le disais tantôt, là, dans l'introduction, qu'effectivement, là, c'est une maladie, si je peux dire ça comme ça, là, qui touche beaucoup de femmes noires. Mais juste avant de parler des femmes noires, c'est important de comprendre qu'au Québec, environ 30% des femmes en âge de procréer sont touchées par les fibromes utérins. Puis c'est des tumeurs bénignes de l'utérus. Puis je veux spécifier quand même que c'est pas cancérigène. Et elles sont souvent asymptomatiques, ces fibromes, et peuvent causer des symptômes là, tels que des saignements abondants, des douleurs pelviennes et des problèmes aussi de fertilité chez 20 à 50% des femmes concernées. En ce qui est en lien avec les femmes noires, une étude canadienne a révélé là qu'elles sont environ là 5 ans plus jeunes au moment du diagnostic. Ça veut dire que chez les femmes noires là, elles sont diagnostiquées beaucoup plus tôt de fibromes et souvent elles sont touchées dès la vingtaine. Okay. Et les fibromes qu'elles présentent sont beaucoup plus volumineux, dont 49% quand même plus gros. Et elles sont plus susceptibles d'être anémiques aussi par rapport aux femmes blanches, Et au niveau de leur qualité de vie, ben c'est ça a une plus grande portée, négative.
Donc, aujourd'hui, bien évidemment, cette émission-là, c'est important d'en parler pour sensibiliser aussi et mieux comprendre les fibromes utérins, parce qu'on en parle beaucoup, on en parlait un peu, nous, hors onde, là. Oui. On en parle, on en entend beaucoup, mais c'est peu abordé aussi. Puis, tu sais, quand on parle de saignements abondants, quand on a les règles, des douleurs aussi, quand on a nos règles qui sont comme vraiment, c'est catastrophique, là, on a vraiment mal. Souvent, on va banaliser ça, mais c'est important de comprendre qu'il y a quelque chose derrière et d'aller consulter. Donc, je pense que l'émission d'aujourd'hui va être assez intéressante et pertinente et essentielle, justement, pour être mieux outillée par rapport aux fibromes. Merci, Jess. Comme tes informations que tu amènes, comme l'émission, pertinent et essentiel, vraiment, et nécessaire. Donc, Tam, est-ce que tu aurais des témoignages, peut-être, de femmes noires influentes ou locales qui auraient reçu diagnostic? Oui, effectivement. Alors, il y a plusieurs femmes de la communauté qui en souffrent, telles que Mme Dominique Anglade, l'ancienne chef du Parti libéral du Québec. Elle avait révélé en 2022 publiquement qu'elle avait souffert de fibromes utérins, puis elle voulait mettre en lumière justement cette condition qui était souvent taboue dans la société. Il y a aussi une autre femme, une autre figure importante dans la communauté, dans notre communauté en fait, dans la communauté politique municipale, je voulais dire, Madame Gracia Kasoki Katawa, élue mairesse d'arrondissement à Montréal. Elle aussi, elle avait partagé son expérience avec les fibromes, soulignant les défis uniques auxquels les femmes noires sont confrontées en matière de santé reproductive. Et aussi, il y a l'écrivaine et travailleuse sociale, Madame Caroline Souffrant. Elle a souvent abordé les fibromes dans ses écrits. Elle voulait mettre en lumière les intersections entre la santé, la race et le genre. Puis son travail contribue à mettre une meilleure compréhension des réalités vécues par les femmes noires. Alors, tous ces témoignages montrent que les fibromes utérins ne sont pas seulement une question de santé, mais une question de représentation et de visibilité. Puis, dans le fond, c'est essentiel que les femmes noires puissent en parler librement, qu'ils puissent parler librement de leur santé sans être stigmatisées. Puis là, on parle des femmes influentes aussi, mais il y en a d'autres aussi. On peut parler de Wendy Damas. Je ne sais pas s'il y en a fois qu'ils ont vu passer sur les réseaux sociaux. Elle avait lancé un guide, c'est ça, dernièrement, un guide sur les fibromes utérins selon son expérience personnelle, mais ça pouvait aider les autres. Alors, je vous encourage à aller chercher l'information. Il y a aussi la célèbre joueuse de tennis, Venus Williams aussi, qui a plaidé sa cause concernant d'errance médicale, de manque d'écoute quand elle parlait de ses douleurs. Et pour terminer, il y a l'actrice oscarisée, Lupita Nyong'o, qui a révélé qu'en même temps qu'elle recevait son Oscar en 2014, en même temps, elle recevait aussi, elle avait découvert avoir eu un diagnostic de 30 fibromes utérins, puis qu'il fallait se faire retirer. Puis même là, elle demandait à son médecin, OK, mais c'est quoi le processus? Est-ce qu'il y a des choses à faire et tout? Puis son médecin n'était même pas capable de lui dire que ça n'allait pas revenir. Alors, c'était vraiment un questionnement, puis elle se demandait, OK, quoi faire si ça peut revenir, ça fait aussi mal, mais il n'y a pas de guérison complète vraiment qu'elle a senti de leur part. Merci Tam pour ces exemples-là. Puis, tu sais, c'est plate de voir qu'il manque autant d'informations dans quelque chose qui nous affecte beaucoup en plus, si on se fie aux statistiques et à les informations qu'on va avoir, même de nos invités. Donc, comme tu l'as dit un peu tantôt, Jessica, c'est pour ça que c'est un épisode très, très important. Merci, Tam, pour les exemples qui montrent que même des femmes connues, ou même des femmes locales peuvent traverser des difficultés. Donc, nous allons prendre maintenant une petite pause, puis ensuite, nous allons accueillir une invitée qui est venue avec son invité. Donc, à tout de suite. Ici Jordana, Jessica et Tamar. Vous écoutez La Tablée des femmes sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Donc, vous venez d'entendre Désirée avec sa chanson « You Gotta Be ». Donc, aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir une femme engagée, inspirante et profondément dévouée à la santé des femmes. Infirmière clinicienne, autrice, mais aussi présidente et directrice de l'organisme Vivre sans, le chiffre 100, Fibrome. Elle milite sans relâche pour briser les tabous autour du fibrome utérin et pour mieux informer, soutenir et accompagner les femmes concernées. À travers son parcours
personnelle, professionnelle, elle transforme la douleur en action et le silence en voix collective. Elle est accompagnée de Larissa Smith, qui est aussi infirmière clinicienne, donc qui est une collègue, bien sûr, de l'organisme Vivre sans fibrome. Donc, mesdames, bienvenue à la table des femmes. Bienvenue. Bonjour. Bon matin. Merci d'avoir accepté notre invitation sur un sujet qu'on trouve qui est important. On n'en parle pas assez, donc on a vraiment hâte de commencer. Jessica, je te lance tout de suite la parole parce qu'on a besoin de commencer maintenant. On a beaucoup de questions. Oui, on a beaucoup de questions. Puis, comme je disais tantôt, là, c'est un sujet tellement important, peu abordé dans notre communauté. On en entend parler, mais pas en profondeur. Puis, tantôt, je parlais beaucoup plus au niveau des statistiques quand on parle de fibrome utérin. Est-ce que tu pourrais, Larissa ou Aïssatou, nous définir c'est quoi fibrome utérin? Merci de me donner la parole. Si tu m'avais posé la question il y a 10 ans, je t'aurais dit, comme la majorité des personnes, c'est quoi? Ouais. Et il a fallu justement que je sois hospitalisée pour que une gynécologue puisse mettre ses mains sur mon ventre et me dise, tu as des fibromes. Et je me rappelle, la première chose que je lui ai dit, c'est quoi des fibromes, docteur? Et là, j'ai commencé à faire mes recherches. Et les recherches sont là, mais il faut les chercher. Ouais. Et en fait, c'est tout simplement des masses qui se trouvent au niveau de l'utérus, à différents emplacements, qui peuvent être de la taille d'un petit pois à la taille d'un pamplemousse, avec des symptômes très handicapants. Je vous écoutais tout à l'heure avec justement des problèmes d'anémie. Ouais. Ben oui, la femme va, j'utilise cette expression, désolée, pisser le sang quand elle va avoir des fibromes utérins, parce que justement, ça provoque de l'anémie, et cette anémie va faire en sorte que ça va engendrer d'autres symptômes, fatigue, faiblesse, carence, et d'autres symptômes également qui vont avoir un impact au niveau de la fertilité, qui vont avoir un impact même sur son système urinaire. Et c'est facile de trouver l'information, mais quand vous parlez à des femmes, vous comprenez mieux l'impact. Et ça, l'impact, vous avez beau le demander à ChatGPT, il n'y aura que des mots, mais le vrai ressenti, il faut que la femme puisse s'exprimer pour comprendre véritablement C'est quoi? les enjeux autour du fibrome utérin. Parce que si vous parlez tout simplement d'anémie, l'anémie, on sait, tout le monde sait ce que c'est que l'anémie. Mais quand vous parlez de fibrome, et c'est pour ça que j'aime prendre le temps de décortiquer les symptômes, décortiquer aussi tout ce qui touche à la prise en charge, parce que ce n'est pas juste des médicaments, qui va faire en sorte qu'on va comprendre ce que c'est qu'un fibrome utérin. Donc, c'est vraiment l'ensemble de cette définition. Puis, tantôt, tu dis que tu t'es faite hospitaliser. C'est quoi, justement, les symptômes, les signes qui t'ont alerté pour dire, OK, je dois aller consulter, finalement? Très bonne question. Très, très bonne question, parce que j'ai pas eu des problèmes au niveau gynécologique qui m'ont fait dire il faut que j'aille consulter parce que je ne savais pas en fait. Ouais, tu c'est sais, ça. tout le monde a des règles. La majorité des femmes en âge de procréer vont avoir des menstruations. Ça va être difficile d'évaluer la quantité. Hey, je te rends compte, moi, Jessica, dans la rue, est-ce que tu saignes beaucoup plus aujourd'hui? Oui, mais ça veut dire quoi, beaucoup plus? Est-ce que c'est 80 millilitres? Est-ce que c'est 100 millilitres? Est-ce que c'est 1 litre? On n'en parle pas. Parce qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose qui nous permet de mesurer la quantité. Ça peut être normal aussi pour nous. Ça peut être normal. Et ça peut être normal. Alors moi, mon anémie m'a provoqué des douleurs thoraciques, des problèmes au niveau du cœur qui ont fait en sorte que j'étais tellement anémiée que mon cœur en a subi les conséquences. Et c'est ça qui m'a fait consulter. Je me suis réveillée un matin avec des douleurs au niveau du cœur. Je suis allée consulter en me disant, je fais une crise cardiaque à 30 ans. Et là, le médecin me dit, oui, vos examens cardiaques sont normaux, mais vous avez un problème d'anémie. Vous devez sûrement faire un cancer au niveau, justement, de l'hématologie. Donc, un cancer hématologique. Parce que je faisais un problème d'anémie. Dans la communauté noire, on connaît l'anémie falciforme, mais l'anémie fériprive. Donc, il s'était plus penché sur un cas hématologique que gynécologique. Et il a fallu que je voie l'hématologue qui me dise « Vous êtes trop en bonne santé pour avoir un cancer, je vous réfère en gynécologie. » Et en gynécologie, avec la gynécologie, ça a pris 1 minute, 2 minutes pour dire « Je pense que tu as des fibromes, un problème qui touche beaucoup les femmes noires. On va te traiter pour ça. » Voilà. Qu'est-ce qui a été plus difficile à vivre
toi, étant donné que tu vis avec des fibromes, c'est quoi qui était plus difficile à vivre physique? C'était plus au niveau physique, émotionnel? Puis par rapport à ton entourage, comment ils ont réagi à ça? Vous posez que des bonnes questions. J'aime ça. J'aime ce type de questions parce que j'ai pas l'habitude de parler répondre. comme ça. C'est ça, totalement. Moi, je te dirais que ça a été l'isolement. Oh, wow. Ouais, parce qu'au niveau physique, en tant qu'infirmière, j'ai toujours pris sur moi. J'ai toujours enduré. Je travaillais de nuit. Donc, pour moi, j'étais toujours fatiguée. Vous savez, quand vous êtes toujours fatigué, c'est normal. Vous allez prendre du café et puis ça va aller, vous allez dormir. Mais l'isolement, me retrouver seule, en plus, en tant que femme immigrante, je suis venue sans ma famille. Mes collègues qui ne savaient absolument pas ce que c'était qu'un fibrome parce que je travaillais en cardiologie. Donc, je me suis retrouvée toute seule en me disant, mais mince, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, j'ai créé dans un premier temps le blog Fibromel. Et moi, j'ai reçu une éducation culturelle quand même assez stricte où on parle très peu du système reproducteur, des menstruations, très très peu. Et du coup, je sentais que j'avais un manque de connaissances là-dessus et qu'il fallait que je me connecte avec d'autres femmes pour déjà partager mon expérience. Il y avait un sentiment de me dire, je suis infirmière et je ne connais pas ça, mais c'est quoi ça? Et finalement, j'ai créé cette petite communauté avec d'autres femmes à travers le blog Fibromel en 2014, avant de créer l'association Vivre sans fibrome. Donc, et cette solitude, vous avez beau de regarder sur Internet, personne ne vous expliquera concrètement ça consiste en quoi. Quand vous vous sentez toute seule à la maison en vous disant, ben mince, j'aurais pu y passer, maintenant je contacte qui pourrait m'aider dans cette situation-là. Est-ce que tu as senti qu'il y avait un manque d'écoute ou que c'était... est-ce que c'était tabou, c'était un manque d'écoute ou c'était un manque de connaissance de cette maladie? Non, pas un manque d'écoute, parce que vous savez, quand on se positionne avec de l'information, des connaissances, le professionnel de la santé va se positionner de la même manière. C'est pour ça que je le dis aux femmes, quand vous allez consulter, préparez-vous, parce que vous allez voir, l'attitude du professionnel va changer de la seconde à la minute. C'est vrai. Et ça, c'est important. Donc, l'écoute était là, le manque de connaissances, le why, pourquoi les femmes noires sont plus concernées, sont plus touchées, ben là, c'était le néant. Et je me rappelle d'un gynécologue qui a collaboré avec l'association. C'est à travers lui et aussi la première gynécologue que j'avais vue qui m'avait dit, tu sais que toutes les femmes qui viennent dans mon bureau sont comme toi? Comment ça, comme moi? Je ne comprenais pas. Jeune, belle, intelligente, expliquez-moi. Ou le contraire. Toutes les femmes qui viennent dans mon bureau sont des femmes noires. Et quand la première gynécologue m'avait dit ça, j'étais tellement dans un état de choc que c'était passé un peu à travers en me disant oui, ok. Mais qu'un autre gynécologue appuie cette statistique-là, je me suis dit, il y a un problème. Et là, je lui dis, mais docteur, c'est pourquoi? Le why, c'est pourquoi? Il me dit, mais nous, on s'en fout du why. Ce qui nous intéresse, c'est de vous traiter. Et là, je me suis dit, non, ça ne fonctionne pas. Vous n'allez pas nous donner des pilules sans même trouver la cause. Parce que quand on donne un traitement, c'est que là, on est dans la guérison. On n'est pas dans la prévention. Et ça, ce discours-là, ça ne me plaît pas. Et c'est là où je me suis dit, warning, il y a un problème, mesdames. On est en train de nous traiter sans même trouver la cause. On n'en finira pas, sachant que les fibromes, même si on se fait opérer, ça revient. Ça revient. Donc oui, l'écoute, mais la compréhension, elle était... Et les connaissances, en tout cas il y a 10 ans, elles n'étaient pas d'actualité du tout. Est-ce que tu sens qu'il y avait une différence entre homme, gynécologue, femme ou homme, ou quel que soit le genre de médecin? Parce que des fois, quand tu rencontres un professionnel de la santé homme vis femme, on aurait dit le traitement est différent. Voilà, merci Jess. Alors, avec du recul, aujourd'hui, maintenant que je travaille en gynécologie, je te dirais que non. On va avoir des hommes qui vont même être beaucoup plus à l'écoute que des femmes. Parce qu'il faut retenir aussi que les femmes qui sont gynécologues aujourd'hui ont été formées par des hommes. Vous voyez? Même si aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes gynécologues, la formation reste la même. Donc peut-être que ça va être la génération d'après où on va avoir justement tout ce qui touche le caring, l'approche globale, tout ce qu'on veut en fait dans le fond. Mais je dirais que moi j'avais besoin quand même d'avoir
une femme noire Noir, ouais. pour passer sur la table d'opération, tu vois. Parce que ma famille était à l'étranger et j'avais pas risqué ma vie toute seule dans ces conditions. Donc, j'avais vraiment besoin d'un sentiment d'appartenance fort pour me faire opérer. Mais pour trouver cette gynécologue, il fallait créer Vivre sans fibrome parce que justement, je ne voulais pas uniquement m'aider, mais je voulais aussi aider d'autres femmes. Et cette gynécologue, Dr Kamga, a fait un travail remarquable par la suite avec la clinique de fibrome utérin. Donc, la seule qui existe au Québec aujourd'hui. Je veux dire, j'ai levé ma main comme si j'étais à l'école. Là. T'attendais ton tour. Exact, exact. Non, parce qu'il y a quelque chose que tu avais dit, ça fait un moment là de la conversation, mais je trouve que c'est important de le reprendre. Tu as dit, préparez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais voir un médecin quand on me dit préparer, parce que tu me dis préparer, je peux juste arriver en pleurant puis dire j'ai des douleurs au médecin. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire par préparez-vous à la rencontre? La préparation ne se fait pas juste pour cette consultation. OK. Tu sais, la première question, l'une des premières questions qu'un gynécologue vous pose quand vous êtes une femme menstruée, ton cycle menstruel, il ressemble à quoi? La première chose qu'on fait, on sort notre téléphone ou les dernières menstruations. Ah, je sais pas, il faut que je regarde mon téléphone. Prendre cette habitude déjà de mieux connaître son cycle menstruel. Parfait. Prendre cette habitude de, c'est quoi tous les médicaments que le médecin peut me parler? Comme ça, moi, je vais anticiper avec des questions spécifiques en lien avec ma santé. OK. C'est quoi, si on parle de chirurgie, c'est quoi les chirurgies, les différentes chirurgies? La prochaine consultation, ça sera quand? Et si je refuse justement une chirurgie, comment ça se passe? C'est les consultations gynécologiques, et là, il faut le comprendre, maintenant que je travaille en gynécologie, c'est pas que les médecins ne veulent pas prendre le temps, justement, d'une consultation, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Et donc, les consultations vont être très rapides, et donc, ça va être hop, hop, hop. Et parfois, Larissa et moi, on reçoit des femmes qui vont nous dire « Oui, mais le médecin, il ne m'a pas parlé de ci, il ne m'a pas parlé de ça, il a été expéditif. Mais il y a notre responsabilité aussi individuelle pour se dire « Oui, mais comment tu es venue à ta consultation ?» Et avec Vivre sans fibrome, on prépare ces femmes-là à optimiser leur temps pour qu'elles soient satisfaites. Comme ça, au moins, à la fin, elles pourront faire des choix libres et éclairés, et c'est ce qu'on veut. Dans le fond, on peut venir vous voir pour... Nous préparer. Oui, nous préparer à... Dans le fond, comment ça fonctionnerait? Prendre un café, prendre un thé, on vous recevra en vous préparant justement. Et c'est Larissa qui fait ce travail formidable. Donc, Larissa qui a été engagée par l'association il y a quelques mois, qui a pris le relais justement à travers les accompagnements que j'offrais pour que chaque femme puisse connaître toutes les options thérapeutiques et aussi avoir justement une vue d'ensemble pour qu'elle puisse prendre la bonne décision à l'instant T. Moi, je suis infirmière. À l'époque, j'aurais aimé avoir ce type de service, clairement. Tu sais, définitivement. On a des femmes qui sont parfois réticentes, mais sur la santé, on ne deal pas avec la santé. C'est tellement important aujourd'hui d'être avocatie, d'avoir un rôle justement éducatif au niveau de sa santé, qu'il faut être entouré, qu'il faut aller s'informer, parce qu'on ne sait pas en fait que ben oui, aujourd'hui, peut-être que j'ai pas de fibrome, mais je suis une femme noire, ma mère a eu des fibromes, j'ai pas d'enfants, j'approche la trentaine, la quarantaine, je rentre dans les statistiques. Et peut-être que j'ai des fibromes, peut-être qu'aujourd'hui, mes fibromes ne sont pas symptomatiques. Il va falloir peut-être une crise d'anxiété, une période difficile, parce que pour moi, les facteurs environnementaux font partie de l'équation, pas de la solution, mais ils font partie de l'équation, qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, vous allez saigner un peu plus. Mais vous allez tellement être stressé dans votre quotidien que vous n'allez pas l'apercevoir. Et vous allez saigner davantage jusqu'au jour où vous allez vous rendre aux urgences et que là, vous allez vous dire « Ah ben mince !» Et là, parfois, on pense à Vivre sans fibrome. Mais parfois, il est trop tard. Parce que comme je vous dis, nous, on est dans la prévention. Quand vous allez aux urgences, quand vous voulez passer des examens, il est trop tard. Planifiez vos rendez-vous. Passez des échographies, passez des IRM. Tout ça, on le connaît, mais ça se planifie. Et dans l'urgence, c'est pas le fun parce que on est anémié, on est fatigué, on n'a pas de médecin de famille, on est sur la liste d'attente pour passer une échographie, peut-être qui va arriver dans 6 à 1 an. Mais si vous aviez rencontré Larissa, par exemple, ou un membre de l'association qui vous dirait « Regarde, la prochaine fois que tu vois ton médecin, demande tout ça. Comme ça, au moins, tu vas gagner du temps et tu vas être en santé. » Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, on est dans une société où on est hyper productive.
on est partout, on veut faire pas mal de choses, mais la santé nous permet de réaliser nos rêves, là, avec ou sans fibrome. Ouais. Donc, ça nécessite qu'on se maintienne en santé, Tout c'est à fait. important. Très, très important. Puis, on va prendre un temps après la pause, justement. On va parler avec Larissa. Elle n'a pas beaucoup parlé, mais on voulait vraiment avoir toute l'expérience aussi de... Elle a passé par là, puis elle a décidé de créer. Mais après la pause, on va prendre le temps de voir avec toi, ben, c'est quoi, justement? Tu sais, on parle de vivre sans fibrome, c'est quoi? On a un peu parlé qu'on peut aller prendre un café, mais c'est quoi d'autre? Hein? Est-ce qu'on va prendre un café, parler un peu de notre cause, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que vous avez d'autres activités que vous faites aussi pour les femmes. Donc, on va prendre un petit moment de pause, puis on va revenir, bien sûr, avec nos invités pour poursuivre la discussion. À tantôt. CIBL. CIBL 101.5 Montréal. Tout sur la littérature. Cette forme-là parlait d'une certaine manière du fond que je voulais explorer. Et ça va générer chez lui une réelle angoisse. Une série nouvelle qui s'appelle Le Projet P. Le personnage de Marion, par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente aux yeux des autres. Avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion mardi midi. CIBL, au cœur de la littérature. La girafe en bleuse. À chaque semaine, Jean Gagnon Doré reçoit un artiste de la scène musicale québécoise. La girafe en bleuse, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, société, art, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Les jeudis 10h sur CIBL FM. Ici Jordana Jessica et Tama. Vous écoutez La Table des femmes sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Donc, durant la pause, vous avez entendu Tim avec sa chanson Free Mind. Nous sommes de retour avec notre invitée Aïssatou Sidibé et sa collègue Larissa Smith. Donc, Tam, je te laisse poursuivre la conversation sur le sujet, mais cette fois-ci, c'est avec Larissa. Oui, super. Alors, Larissa, peux-tu nous présenter l'organisme Vivre sans fibrome? Oui, bonjour. Mais juste avant de vous présenter l'organisme, je veux vraiment revenir sur certains chiffres parce que je sais qu'on a parlé des chiffres au début avec Aïssatou, mais il faut vraiment savoir qu'au courant d'une vie, ça va vraiment être 7 femmes sur 10 qui vont être atteintes vraiment de fibrome utérin, que ce soit asymptomatique ou non. Donc, moi, je suis une fille qui aime beaucoup les chiffres. Donc, à travers mes présentations, quand on va discuter, j'ai vraiment voulu sortir juste pour qu'on puisse s'imager. Ça va être beaucoup plus facile pour nous. On parlait aussi des règles des menstruations à travers la discussion. Et je veux vraiment vous dire, quand on dit c'est quoi des règles normales, c'est quoi saigner, c'est quoi la quantité dans laquelle on doit s'attendre. Mais c'est juste pour vous donner une idée. On peut dire qu'une femme va saigner pendant son cycle menstruel 80 millilitres. OK, mais c'est quoi 80 millilitres? Parce qu'il y a des femmes qui vont dire, moi, je change de serviette une fois à l'heure. C'est quoi une fois à l'heure? Qu'est-ce qui est considéré beaucoup ou pas beaucoup? Mais juste pour vous donner une idée, quand on se dit qu'on saigne une fois à l'heure, qu'on doit changer notre serviette une fois à l'heure ou une fois aux 2 heures, ça représente environ 80 millilitres. Donc, une journée, une femme qui va avoir des fibromes, elle va saigner en une journée. Qu'est-ce qu'une femme qui n'a pas nécessairement de fibromes va saigner en son cycle menstruel, qui peut être de 5 à 7 ou 10 jours. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de pourquoi on dit que les femmes tombent anémiques facilement, rapidement. C'est qu'elles vont saigner en une journée. Qu'est-ce qu'une femme saigne pendant tout son cycle menstruel? Donc, je veux vraiment qu'on puisse garder ça en tête lorsqu'on parle des fibromes, lorsqu'on parle des saignements abondants. Ça nous donne vraiment une idée de l'ampleur de qu'est-ce que ça peut prendre dans notre vie. Donc, est-ce que, juste avant que tu continues, parce que c'est intéressant ce que tu dis, est-ce que dans son cycle menstruel, la femme qui va au-delà du 80 millilitres, elle va le retrouver à chaque fois qu'elle a ses règles? Est-ce qu'une fois, elle peut dépasser, puis à son autre cycle, ça va, c'est à dose, ou ça veut rien dire, ou c'est ça? Bien, pas nécessairement, du sens que vraiment, là, on va parler les femmes qui ont des fibromes. Bien,
le cycle prochain, elle va encore saigner. C'est constant. Donc, c'est ça qui amène vraiment l'anémie, c'est le fait qu'elle ne va pas être capable de reproduire ou retrouver justement la quantité de sang perdu qui fait en sorte qu'effectivement, elle va tomber anémique dans les mois ou dans les semaines qui vont suivre. Tellement qu'elle perd de sang. Exactement. Donc, je voulais juste vraiment un peu vous donner une petite insight de à quoi ça peut ressembler. C'est important. C'est très important. C'est pour ça que vous êtes là, je vous le rappelle, pour nous donner le plus d'informations possible. Nous, on absorbe tout ça, là, puis après ça, on peut après aller en discuter, justement. C'est toujours bon, les chiffres. C'est pour ça que Jessica fait la partie de stats et d'infos. Et c'est encore pire pour celles qui ont des cycles courts, parce que l'organisme n'a pas le temps, justement, de se régénérer en globules rouges. Donc, celles qui ont un cycle court et qui saignent beaucoup, moi, ça a été mon cas, là, on parle d'anémie sévère. Donc, je vais continuer sur qui nous sommes chez Vivre sans fibrome. Donc, on est vraiment un organisme à but non lucratif. Notre but, c'est vraiment d'informer, soutenir, accompagner les femmes vraiment qui sont atteintes de fibrome utérin. Le but de qu'est-ce que moi je fais au quotidien chez Vivre sans fibrome, c'est vraiment de, justement, quand on dit venir prendre un café, oui, on va prendre un café, on va prendre un thé ensemble, ou vraiment on fait des rencontres par Zoom, là, je dois vraiment le dire, mais c'est vraiment de prendre le temps de voir ensemble tout ce qui est l'aspect santé global, non seulement l'aspect, oui, gynécologique, mais c'est de décortiquer chaque information qui va avoir été donnée par le médecin, parce que souvent, justement, les rencontres chez le gynécologue, je ne sais pas pour vous, mesdames, mais ça dure quoi? 2-3 minutes. Ouais. J'ai jamais 2-3 minutes, 5 minutes qu'on est chanceuse. Ou vraiment, donc, souvent, les femmes, surtout quand on est stressé, on parle avec notre médecin, on n'a pas le temps vraiment de garder l'information qui va nous avoir été donnée. Donc, les femmes que je rencontre souvent, on va discuter ensemble et je vais dire, OK, voici qu'est-ce qu'il vous a dit. À quoi ça consiste? Bien, voici pourquoi il vous l'a dit. Quel traitement il a envisagé? Donc, on prend vraiment le temps de prendre le temps. Parce que c'est ça qu'on a pu vraiment quand on va voir un médecin, c'est le temps. Donc, ensemble, on prend, c'est-à-dire environ 1 heure. Donc, c'est une rencontre de 1 heure que moi, je vais faire avec les femmes en accompagnement individuel. Mais sinon, on a des ateliers éducatifs chez Vivre sans fibrome. Donc, à chaque mois, on a vraiment un calendrier d'activités, comme par exemple, pour septembre, on va recevoir une herboriste. Donc, parce que chez Vivre sans fibrome aussi, on croit à la santé globale, holistique. Donc, c'est vraiment de voir aussi à travers l'été comment on peut justement améliorer notre santé globale, notre santé gynécologique. Donc, on a aussi le Fibrome Day qui va être en novembre. Ça va être une journée vraiment de conférence avec des professionnels de la santé qui va venir nous parler, oui, des fibromes, mais de tout ce qui englobe la santé autour des fibromes, que ce soit la nutrition, que ce soit l'activité physique. Donc, comment on peut s'aider quand on est atteint des fibromes. Donc, voici qu'est-ce qu'on fait aussi. Et vraiment, le but de Vivre sans fibrome, c'est vraiment de permettre aux femmes de regagner le pouvoir sur leur santé, de se sentir confiantes. Justement, la préparation quand on va voir le médecin, c'est tellement important. Et je dis toujours aux femmes quand je les rencontre, les médecins sont là pour ça. Je sais qu'on a toujours l'impression que c'est très expéditif, mais non, prenez le temps. Donc, vraiment, ensemble, on va faire une liste de questions et voici, et je dis souvent aux femmes, on l'oublie, mais on a tous des téléphones. Enregistrez la conversation. Oui. Comme ça, après, quand on va se rencontrer suite à votre rencontre avec le médecin, on va écouter la conversation et voici qu'est-ce qu'il vous a dit, voici pourquoi il vous l'a dit. Donc, c'est vraiment des petits trucs que j'ai donnés aux femmes pendant nos rencontres pour que, justement, elles se sentent vraiment plus confiantes quand elles vont voir le médecin. Donc, c'est vraiment aussi de faciliter l'accès à des traitements non invasifs. Comme on parlait des chiffres, je vous l'ai dit, j'adore les chiffres. Donc, je tiens vraiment à le mentionner parce que moi, c'est une statistique qui m'a frappée. Comme je dis, oui, je suis infirmière, mais je suis non seulement infirmière, je suis une femme noire avec des fibromes. Donc, pour moi, ça m'a frappée. On sait que ça va être 1 femme sur 3 qui va subir une hystérectomie, mais qui aurait pu avoir un autre traitement. Donc, dans tout l'éventail de traitements qu'une femme pourrait avoir, on se dit que 1 femme sur 3, donc 33%, je le mets en parenthèse, la distance que 33%, qui va subir une hystérectomie. Et quand on parle d'une hystérectomie, on parle de retirer l'utérus. Donc, vraiment, des femmes qui se font proposer cette option-là à 30 ans, des femmes qui envisagent même des fois d'avoir des enfants, on leur dit non, on doit enlever votre utérus, sachant très bien qu'il y a d'autres traitements qu'ils pourraient avoir. Donc, moi, je suis vraiment là pour me battre pour ces femmes, que oui, on va aller discuter avec le médecin, puis se battre pour, justement, avoir des traitements qui concordent avec nos besoins et nos valeurs. Bien, justement, Larissa, quand tu parles de traitement, bien, c'est frappant d'entendre ça, premièrement. C'est quoi les autres options de traitement? Tu parlais de retirer l'utérus, mais c'est pas une obligation, de ce que j'entends, bien, dans le sens où on peut avoir recours à d'autres traitements.
Fait que c'est quoi? Ça serait quoi? Oui, comme j'aime dire, aux femmes, c'est pas une obligation de retirer l'utérus, mais ça reste que ça fait partie de l'éventail des traitements. Donc, on doit, oui, le considérer, mais avant ça, il y a des traitements médicamenteux. Il peut y avoir justement la myomectomie, il peut y avoir la radiofréquence, l'embolisation artérielle. Donc, c'est souvent des traitements qui ne sont même pas parlés lors des rencontres avec les médecins. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est vraiment là pour voir les traitements avec les femmes avant de rencontrer le médecin. Comme ça, quand vous arrivez devant votre médecin et vous leur dites, ben non, moi, j'aimerais ça avoir l'embolisation. Ouais. Pourquoi je ne peux pas avoir l'embolisation? Et ça va être, c'est confrontant des fois aussi pour un médecin de se faire challenger sur leur connaissance. Donc, ah ouais, ben oui, l'embolisation. Donc, souvent, on est vraiment là pour parler de ces traitements-là et de trouver un traitement qui concorde avec nos valeurs. Comme je le dis, ça se peut que l'option finale, dépendamment de chaque cas, parce qu'on est vraiment toutes singulières aussi dans la maladie, ça, il faut quand même le souligner, mais ça reste de trouver un traitement qui va répondre à nos valeurs, répondre à notre besoin et que quand on va être, que ce soit sur la table d'opération, que ce soit lorsqu'on prend le médicament, on est confiant de qu'est-ce qu'on est en train de faire et ça répond vraiment à notre besoin et nos valeurs. Et je vais ajouter aussi, si vous allez sur Internet, vous allez voir les différentes options. Okay. Mais on ne vous parlera jamais d'un médecin en particulier. Et ce qui fait la force chez Vivre sans fibrome, c'est les collaborations qu'on a avec ces professionnels. Moi, j'ai toujours dit, j'habite au Québec, je ne veux pas me faire opérer par un gynécologue qui se trouve à Dakar ou en France. Je veux me faire opérer ici parce que déjà mes soins sont remboursés. Donc, la force de Vivre sans fibrome, c'est cette collaboration-là qui fait en sorte qu'on va avoir un lien privilégié avec ce professionnel qui connaît le fibrome utérin ou qui est ouvert aussi à la discussion et au changement. Et quand on parle de traitement, il y a, comme disait Larissa, on a vraiment une approche santé globale, santé intégrative. Donc oui, on va collaborer avec une herboriste, on va collaborer avec une acupunctrice. Moi, j'adore l'acupuncture. On va collaborer avec une physiothérapeute. On va collaborer avec une psychologue parce que la santé mentale, c'est important. Donc, on a toutes ces références-là qui vont faire en sorte que ce professionnel, oui, je connais Vivre sans fibrome. Oui, allez faire un tour chez Vivre sans fibrome. Elles organisent aussi des groupes de soutien qui vont faire en sorte que vous allez libérer vos émotions et que vous serez moins stressé avant ou après une chirurgie. Et nous aussi, on offre cet espace. Et je dis souvent en rigolant, venez prendre un café chez Vivre sans fibrome ou un thé plutôt, parce que le café, on n'aime pas ça. Mais c'est de créer cet espace entre la maison et l'hôpital qui ferait en sorte qu'il y aurait un troisième lieu où on pourrait tout simplement venir pour aller chercher une énergie positive. C'est pas le fun d'attendre 2 heures dans la salle d'attente et voir le médecin 5 minutes et qu'on ressort frustré et qu'on rentre à la maison en pleurant. Ça ne marche pas. Et il y a aussi une activité que j'adore avec le Fibrome Day qui arrive en novembre. Et mesdames, vous êtes toutes invitées. Cette conférence annuelle, ça va être notre 5e édition, qui est pour moi vraiment le résultat de tous nos efforts. Parce qu'il y a des professionnels, il y a des femmes, il y a des partenaires, il y a des exposantes en une journée qui fait en sorte qu'on parle uniquement de fibrome. La première année, je me rappelle, c'était en 2017. En novembre, on avait eu plus d'une 50aine de femmes. La deuxième année, toujours en novembre. Je précise novembre parce qu'on est au Québec et en novembre, il fait très froid et parfois, il y a de la neige. Et j'ai cette vision-là. Ça ne favorise pas le déplacement, on pourrait dire, voilà. Alors, une femme qui se déplace en novembre, un samedi, toute la journée pour aller chercher de l'information, qui s'est déplacée de Québec pour venir, c'est qu'il y a un besoin. Ouais. Et chaque année, on reçoit plus d'une centaine de femmes. Mais au-delà de cette conférence, on a organisé, Larissa et toute notre équipe, la campagne de sensibilisation sur le fibrome utérin. Parce que savez-vous, mesdames, qu'il existe un mois de sensibilisation au fibrome utérin grâce à Vivre sans fibrome, qui a été mise en place en 2022, appuyée par Dominique Anglade et de nombreux politiciens au Canada. On a tendance à l'oublier, mais derrière, c'est le travail de femmes noires qui ont milité dans l'ombre, mais il faut le souligner. Il faut le souligner, oui. On n'est pas des Venus Williams, on n'est pas des Lupita, mais on a tous le même parcours de soins. Voilà. Quel que soit l'aspect financier et quel que soit le statut. Et ça, je pense que c'est vraiment cette reconnaissance de la souffrance des femmes et des femmes noires. On le précise, hein, on ne veut pas faire d'inégalité, mais c'est une réalité, c'est une statistique qui est là. Nous, on veut cette équité. Cette équité, ça veut dire d'offrir les mêmes soins en prenant en compte les compétences culturelles qui vont faire en sorte qu'une femme va vivre en santé dans son corps avec sa réalité. Et cette campagne de sensibilisation, ça a été cette 5e campagne de sensibilisation qu'on a faite où, justement, on continue à faire de la sensibilisation, mais à force de faire de la sensibilisation, je me suis aperçue de quelque chose. C'est
c'est de la sensibilisation qu'il faut faire, mais de la conscientisation. Larissa parle beaucoup des statistiques parce que les statistiques parlent. Ce n'est pas normal. Exact. Et ça, cette sensibilisation, une femme, elle va se dire, oui, c'est bien beau de sensibiliser, mais conscientiser qu'il y a un problème, mesdames. Qu'est-ce qu'on fait? Au Québec, on ne fait pas grand-chose. Je vous le dis. En tant que présidente, on ne fait pas grand-chose. On a frappé à la porte des politiciens, on a frappé à la porte d'ambassadrices. Ça nous prendrait une Vénus Williams, ça nous prendrait une Lupita, ça nous prendrait d'autres personnalités ou d'autres femmes ambassadrices qui feront en sorte qu'avec ce collectif-là, on puisse apporter nos revendications. Oui. On ne vit pas aux États-Unis et je trouve que c'est formidable tout le travail que nos sœurs font parce qu'elles ont réussi justement à mobiliser les politiciens, à organiser au Parlement à Washington des lois sur le fibrome utérin. Oui. Kamala Harris, qui était vice-présidente, qui n'était pas encore vice-présidente, avait déployé un projet de loi de 21 millions pour faire de la sensibilisation dans les communautés, pour avoir justement des projets de recherche. Et ici, qu'est-ce qu'on fait, mesdames? C'est ça. On a une santé, on a une vie, on vit ici, alors il faut se battre. D'accord, je suis d'accord. C'est très bien dit aussi. Puis j'espère que les gens qui écoutent, ils sont encouragés à vouloir, justement, je crois beaucoup à la collectivité, puis que c'est ensemble qu'on peut avancer. J'avais une petite question pendant qu'on parlait de tout ça. Est-ce que endométriose a un lien avec fibrome? Ma question a peut-être l'air un peu comme si je n'ai pas fait de recherche, mais je me questionne par rapport à ça. On en entend beaucoup parler J'entends aussi beaucoup parler d'endométriose parce que j'avais eu des douleurs, moi, personnellement. Puis c'est ce que le médecin m'a dit. Peut-être que tu as endométriose parce que j'avais beaucoup de saignements, des douleurs intenses. Moi, les 2 premières journées, là, c'est quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Là, je vois que tu as amené un petit quelque chose. Là. Oui. Écoutez, j'ai été approchée il y a 5-6 ans par une éditrice qui voulait faire un livre sur l'endométriose. Et quand elle a vu le combat que je menais, elle s'est dit, tiens, je vais faire un livre sur l'endométriose et le fibrome utérin. Et c'est une bonne question, est-ce que ça a un lien? Alors, l'endométriose, c'est quoi? C'est du tissu similaire à de l'endomètre qui va se propager un peu partout dans les organes. Donc, c'est comme si vous aviez vos menstruations en dehors de votre utérus, parce que le sang, au lieu de sortir par le vagin, il va un peu se coaguler au niveau de l'intestin, au niveau des poumons, au niveau de la tête. Ça me fait penser à ce gynécologue qui disait qu'à chaque fois qu'une femme avait ses menstruations, elle saignait de la tête parce qu'elle avait des cellules endométriales au niveau du cuir chevelu. C'est fou, hein? Pour vous faire un peu une image. Et quand vous prenez la définition du fibrome, on parle vraiment d'une masse. Vous retirez la masse, on parle plus de fibrome. L'endométriose, c'est beaucoup plus complexe. Mais en faisant ce livre avec ma consoeur Marie-Josée Thiébert, qui est la fondatrice d'Endométriose Québec, je me suis aperçue que les facteurs étaient quand même assez communs. Similaire, la racine est la même. On parle des facteurs génétiques, on parle des facteurs hormonaux, on parle des facteurs environnementaux, on parle des perturbateurs endocriniens, on parle de l'impact. Bien que d'un point de vue médical, c'est 2 choses totalement différentes, au niveau des facteurs, c'est lié. Parce que la racine, comme je le dis, est la même et l'impact, quel que soit le problème gynécologique. Une femme qui vous dit « je ne me suis pas fait occulter par le médecin », elle va dire « moi aussi ». Quel que soit le problème de santé, les enjeux d'isolement, de coûts, on n'a pas parlé de coûts. Vous savez combien ça coûte un paquet de serviettes hygiéniques quand vous avez justement des saignements abondants? C'est vrai. Moi-même qui suis infirmière, là, je me suis dit « what? Un paquet à $8 où tu utilises un paquet par jour ?» Et là, on parle de précarité menstruelle. Et en fait, même si vous n'avez pas de problème, vous savez justement qu'il y a des enjeux qui nous relient. Et c'est pour ça qu'il faut parler d'une seule voix. Et moi, je suis ouverte, chez Vivre sans fibrome, on est très ouverte à la collaboration parce qu'on sait que dans des organismes ou des femmes qui sont dans la politique, on va avoir tous les mêmes enjeux. Et l'un des enjeux principaux ici au Québec, l'accessibilité aux soins et à l'information. Mesdames, à l'information. C'est quelque chose. Donc, on a aussi ce désir et on a commencé aussi à mettre en place des ateliers, à aller à la rencontre des femmes pour proposer justement des services pour informer les femmes sur la santé menstruelle et gynécologique, la santé sexuelle et gynécologique, pour vraiment jouer notre rôle d'avocatie,
mais aussi prévention au-delà du fibrome utérin. Ouais. On enlève le mot fibrome, on parle de saignement, on parle d'isolement, on parle de coût économique, on parle d'accessibilité. Donc, parfois, le mot peut être un frein, mais quand on regarde derrière, quand on prend le temps, comme vous faites là ce matin, de comprendre cette réalité, on se dit, mince, peut-être que c'est moi qui va être la prochaine, même si j'ai pas de fibrome, à aller voir mon médecin juste pour faire une échographie. Et j'ai des femmes qui ont acheté le livre et des femmes aussi qu'on a vues au sein de l'association qui n'avaient pas de symptômes majeurs, mais à la suite d'une première consultation, j'avais un fibrome de 10 cm et j'avais pas de symptômes. Mais j'ai quand même décidé de me faire opérer parce que ça me tente pas de vivre avec une bombe à retardement. C'est vraiment ça. Et c'est très important pour nous de faire cette prévention. On aimerait recevoir des femmes lors d'accompagnement qui n'ont pas de fibrome, mais qui veulent juste être informées. Ça serait le fun. Mais on a plutôt des femmes qui viennent dans des situations urgentes. Et c'est pour ça aussi qu'on est là pour jouer cette prévention. Je sais pas ce que tu en penses, Mais tu as tout à fait... Tu as dit exactement qu'est-ce que je pensais. Puis encore là, dans la discussion qu'on est en train d'avoir, je tiens vraiment à mentionner que, justement, on aime la prévention. Puis on devrait être dans un système de santé qui fait de la prévention, mais on est vraiment plus dans un système de santé qui est curatif. Donc, on veut vraiment être là pour, justement, accompagner les femmes dans la prévention. Alors... Oui, nous, on est là pour prendre le temps, comme j'aime bien le dire, et vraiment, toutes les femmes que j'ai vues à travers les derniers mois, ils sont tellement contentes de savoir qu'il y a une association qui sont là pour elles, pour les écouter, et que justement, ils ne se sentent pas seuls. Parce que souvent, qu'est-ce que je dis aux femmes, c'est que, on se voit aujourd'hui en accompagnement de 1 heure, mais s'il y a quoi que ce soit, on a un numéro de téléphone, appelez-moi. S'il y a quoi que ce soit, envoyez-moi un courriel, je vais prendre le temps de vous répondre. Donc vraiment, on est là pour que les femmes se sentent moins seules. Et je trouve tellement que c'est important à travers nos cercles de fibromèles, donc des cercles que vraiment les femmes vont discuter entre elles de qu'est-ce qu'elles ressentent, de leurs symptômes, ou s'ils ont eu une chirurgie récente ou quoi que ce soit. Les femmes se sentent moins seules. Puis c'est ça le mot que briser l'isolement. C'est tellement important. Puis je sens souvent que c'est quelque chose aussi qui fait partie de la communauté des femmes noires. Briser l'isolement. On est des femmes fortes, on est des femmes fières, on est des femmes... On n'a pas mal. On ne parle pas de notre douleur, mais on a besoin des fois de parler de notre douleur. Donc, on est vraiment là pour soutenir et ça me fait penser au témoignage de Venus Williams, qui a remporté combien de tournois de Wimbledon et qui avait ces fibromes-là. Moi, je me dis, on est des superwomen. Ces femmes-là qui sont anémiées, qui vont se lever, qui vont gérer leur vie de famille. Imaginez. Et moi, je l'ai vécu lorsque je me suis fait enlever... non pas mon utérus, mais mes fibromes. Parce que maintenant, je suis maman d'un petit garçon et heureusement que mon utérus a été préservé. Mais je le dis, je suis devenue une autre personne. En 2018, fini la permanente parce que je ne voulais plus aucun perturbateur endocrinien. Donc, fini les produits chimiques. Je fais attention à ce que je mange. Je dis aussi tout haut ce que je pensais tout bas. Je me rappelle, je suis revenue au travail en disant, là, c'est fini, je ne garde plus mes émotions, je ne veux pas que mes fibromes reviennent, donc vous allez vous en prendre plein la gueule. Donc, fini les perturbateurs humains, mesdames, perturbateurs humains. Tout à fait. Et je suis devenue une autre personne. Et maintenant, à 42 ans, je me sens mieux en forme qu'à mes 30 ans. Les femmes, parfois, ont peur de la chirurgie. Mais elle n'est pas là pour vous faire peur. Elle est là pour vous faire gagner des années. Et c'est important, je le dis, quand les fibromes sont trop gros, parfois la chirurgie est nécessaire. Mais qui dit chirurgie, dit accompagnement, dit soutien et dit nouvelle vie. Et pour moi, le fait de me faire opérer de mes fibromes, ça a été une renaissance. C'est ça. Donc, mesdames, n'ayez pas peur de la chirurgie. Il faut seulement que vous soyez accompagnés et que vous ayez les bonnes informations avec le bon professionnel ou le milieu associatif. Et vous allez voir que vous allez gagner des années. Super, on est déjà rendu au segment pop-up, question pop-up. Donc, Thelma, je te passe la parole. Oui, alors, pop-up. Le segment, en fait, le principe est simple. On vous pose des questions avec le thème, en fait, qui n'ont pas lien avec le thème de l'émission. C'est juste pour vous connaître sur une base un peu plus personnelle. Alors, vous avez le choix, puis vous faites un des deux choix. Alors, café ou thé? Thé. Oui. Je dois répondre café, mais c'est juste une préférence personnelle. Oui, c'est vraiment personnel. L'infirmière répond thé. C'est pas bon. C'est bien de préciser. L'infirmière répond thé. Parfait, c'est excellent ça. Elle est vraie avec elle-même, c'est correct.
Marche en forêt ou marche au bord de l'eau? En forêt. Au bord de l'eau. OK, Larissa se voyait déjà aux Bahamas. Ah oui, j'ai besoin de vacances. Niagara Falls ou chute Montmorency? Montmorency. Niagara Falls. C'est drôle parce que moi et Aïssatou, on se ressemble sur beaucoup de choses et je suis en train de découvrir une nouvelle personne. Puis la dernière, mais ça serait plus pour Aïssatou, parce que j'ai fait des petites recherches sur ta page et j'ai découvert que tu étais sénégalaise, tu venais du Dakar et tout. Alors, j'allais aller avec un choix de nourriture de chez toi. Wow. Alors, le choix entre la soupe ganja, qui est composée de viande, sauce gombo et d'huile palme, excusez-moi, servi avec du riz, ou le tiou, qui est un plat à base de viande ou de poisson accompagné d'une sauce tomate légère, riche en légumes. Ni l'un ni l'autre. Oh! Je déteste la soupe kanja. Je déteste ça. J'irai plutôt dans un bon tchéboudienne. Voilà. En plus, je l'avais vu dans les shops, mais je n'ai pas pris quête. OK. Voilà. Puis la dernière, pour vous deux, lire un livre ou écouter le livre par audiobook. Acheter mon livre le 12 avril. Je fais ma publicité. C'est la journée du livre. Donc, vous pourrez trouver, et là c'est important, volet éducatif, le livre dans toutes les librairies. Donc, achetez un livre. Super. Et écoutez, et lire le livre. Moi aussi, c'est de lire le livre. Voilà. Super. Ben, merci, mesdames. Aïssatou, si les femmes souhaitent en savoir plus sur Vivre sans fibrome, comment qu'on peut accéder à l'organisme et s'il y a d'autres ressources également, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut accéder? Alors, nous avons retravaillé notre site Internet. Donc, vous pouvez aller sur www.vivresansfibrome.ca pour trouver toutes les informations. Sinon, on est très accessible sur nos réseaux sociaux ou tout simplement venir à l'espace Fibromel qui se trouve pas très loin d'ici, sur Berry-UQAM, où nous pourrons vous recevoir tout simplement. Donc, n'hésitez pas à devenir membre et faire partie de la communauté des Fibromel. Merci beaucoup, Aïssatou CDP. J'ai bien dit ton nom, hein? Oui, CDP. c'est parfait. Exactement. Et Larissa Smith, like Will Smith, OK? Pour votre présence, votre générosité et surtout pour votre engagement essentiel auprès des femmes touchées par le fibrome. Grâce à Vivre sans fibrome, ben, ça permet de briser le silence autour d'un sujet trop souvent méconnu et même tabou, surtout dans les communautés noires. Donc, exceptionnellement, je voulais dire avant qu'on termine l'émission que les femmes en action, la semaine prochaine, les femmes en action, c'est les femmes entrepreneurs, sera diffusé l'épisode le 23 août, parce qu'au mois de août, on a oublié qu'il y avait comme 5 samedis. Fait que vous allez l'entendre, bien sûr. Nous sommes le 3e samedi du mois. C'est pas ça l'important, c'est bien sûr le contenu de l'épisode qui est le plus important. Donc, on voulait vous aviser. Puis, on veut encore remercier, bien sûr, nos invités. Merci énormément pour ce que vous faites. Bravo. Vraiment, nous, on va continuer à s'informer. Puis, on va inviter les gens, nos auditeurs, auditrices, à aller s'informer aussi. Prendre un café. Un thé. Merci beaucoup, Jessica, Tamar, merci, comme d'habitude. Merci, les filles. Merci à toute l'équipe de la Table des femmes, Green, notre recherchiste, Anne qui s'occupe de nos réseaux sociaux et bien sûr, Erika pour la mise en onde. Le plus grand des merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Merci de nous écouter, de nous soutenir et de faire vivre la Table des femmes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes audio préférées ainsi que les réseaux sociaux. Vous n'avez qu'à chercher la Table des femmes. On se retrouve samedi prochain à 10h pour un autre épisode sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Wow. Ciao! Wow. Plongez dans l'univers du rap québécois chaque lundi de 17h à 19h sur CIBL 101,5 FM avec On s'en rap. Découvrez les talents francophones qui façonnent la scène musicale actuelle. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. On s'en rap, c'est votre émission. La Girafe en Bleuse. Le magazine radio de la scène musicale québécoise en 2 faces. Comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean Gagnon Doré vous convie sans presse pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création.
La Girafe en Bleuze, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. CIBL, au creux du sillon. Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIBL 101.5 Montréal. Dans la radio communautaire, parce que les gens se sentent